écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 233e épisode le 14 juin 2021 pendant le premier match de l'équipe de France pour l'Euro, c'est vous dire si on priorise le podcast au football. Au programme de cet épisode, enfin, pas trop moi, je dois le confesser, mais on va vous parler de jeux vidéo avec l'E3, mais on ne parlera pas que de ça, on va vous parler aussi de la lutte contre le Covid-19 avec une initiative de la Fondation Linux qu'on n'avait pas vu venir, enfin en tout cas moi je l'avais pas vu venir. On parlera encore un petit peu du Bitcoin parce qu'un pays l'a reconnu comme monnaie légale et s'organise même pour en miner avec des techniques spectaculaires. Tenez-vous bien, c'est à base de volcans, on va tout vous dire. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve celui qui était l'actu tech, ce qui est Kylian Mbappé à l'équipe de France, on peut le dire, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Ouais, salut, j'étais même pas au courant que c'était l'Euro, c'est pour te dire à quel point je suis pas vraiment là-dedans. Et c'est l'Euro 2020, enfin, on est en 2021, donc l'Euro 2020, voilà. Bon. C'est un record parce qu'on retrouve pour la deuxième fois consécutive un de nos journalistes, on peut le dire, favoris du site d'ActuTech, Frandroid, aussi un grand amoureux des jeux vidéo, c'est Cassim Ketfi. Salut Cassim. Salut, et oui, je sacrifie ma soirée foot pour venir ici enregistrer le podcast. Ça me fait beaucoup de peine de rater ce match que j'avais vraiment envie de voir en plus, mais c'est comme ça, à un moment il faut être professionnel et il faut venir enregistrer le podcast. Je crois que ça te manque, hein, ça te fait oui. du mal et je te remercie de te sacrifier. Alors moi je vais faire une petite parenthèse parce que c'est vrai que souvent on peut dénigrer le foot. Comment ? C'est à toi que ça te fait le plus mal, c'est ça ? Non, en fait, ce serait à mes enfants, je pense, parce que ils sont très contents de passer leur petite soirée devant la télé. En plus, demain, il y a pas école, ils regardent le foot. Je pense que c'est plus le concept de regarder la télé qui les intéresse que de regarder le foot. Mais après tout, ils sont contents. Et cela dit, voilà, je mets pas de côté le mouvement populaire que peut être le foot et qui peut avoir plein d'aspects aussi très sympas. On souligne tout ce qui est catastrophique, mais si, il y a des côtés très sympas. Si. Un avis Apple Podcast qu'on va pouvoir citer, c'est celui de Matumix qui a dit un podcast qui sort du lot. Si je n'avais, tenez-vous bien, c'est un super avis. Si je n'avais qu'un seul podcast à conseiller, c'est bien celui-ci. Il dit pas un seul podcast tech, hein, tu vois, il dit un seul podcast à conseiller, c'est bien celui-ci. Je m'informe régulièrement sur la tech en général, sur divers sites, mais voilà. Tech Café est bien le seul à apporter du contenu original, sérieux mais décontracté, technique mais abordable. Au moins les Guillaume ne reprennent pas les dossiers de presse des fabricants, mais digèrent et expliquent pour nous clairement l'actu tech, un binôme qui fonctionne super bien. La prochaine étape, c'est de me créer un compte pour soutenir le podcast. J'imagine que c'est sur Patreon, Matumix, évidemment tu seras bienvenu sur Patreon. Alors deux remarques, je ne crois pas que Guillaume Poggiaspala et moi-même soyons inondés derrière des dossiers de presse, ni des communiqués de presse d'ailleurs. On n'en reçoit pas, moi pendant un temps j'en recevais, je sais pas qui m'avait inscrit sur une liste de diffusion, genre je refuse ces sollicitations, donc je suis pas un vrai journaliste. Par contre toi Cassim, est-ce que tu peux nous donner un aperçu, combien est-ce que tu reçois de dossiers de presse et de communiqués de presse, je sais pas, chaque jour, chaque semaine, t'en reçois souvent, beaucoup? Oh bah tu sais, moi je suis qu'un petit simple journaliste, voilà, je suis pas rédacteur en chef ou quoi, mais je reçois au moins une trentaine de sollicitations par jour, je dirais minimum. Enfin, c'est énorme. Je compte que ce que je filtre, c'est-à-dire que j'ai plein de systèmes de filtre automatique dans Gmail pour. Quand il y a de marqué intelligence artificielle, start-up par exemple, ça part à la poubelle. Au bout de 4 mots-clés tendance, ça part dans la bête. Non, mais par exemple, je vais pas dévoiler tous mes secrets de filtre, mais bien sûr. Non, mais voilà, tu essaies de voir un peu ce qui est pertinent déjà pour toi, et puis après, mais déjà même comme ça, t'es obligé quand même de filtrer. Alors, je vais confesser que je ne lis pas tous mes mails, hein. Et donc, tu ne lis pas tous les communiqués de presse et tous les dossiers de presse qui te sont adressés. Non. Clairement pas. Non, je suis très impressionné de ce volume parce que je savais qu'il y en aurait beaucoup, mais 30 par jour. Et si tu dis en plus que c'est pas tranche encore ultra basse, hein, je pense que des collègues à moi reçoivent facilement une cinquantaine ou plus. Hein. C'est édifiant. Ok. Bah écoute, je suis bien content en tout cas de pas être dans la liste de diffusion. Je pense que Guillaume est aussi ravi de pas être sollicité à tort et à travers comme ça. Voilà. Nous on fait de la veille très initiée. Voilà, exactement, très partisane. Au passage, vous avez peut-être entendu un sponsor au début de cet épisode. Alors, il nous aide à faire grandir le podcast, à en assurer la pérennité. Et si vous aussi vous voulez contribuer et nous soutenir, vous pouvez faire comme Matumix. Vous pouvez éviter de vous exposer à la publicité avec un flux privé en vous inscrivant sur notre page Patreon, patreon.com/
Tech Café. Vous pouvez même profiter du chapitrage des émissions. Donc, admettons que vous soyez allergique aux jeux vidéo dont on va parler en première rubrique. Vous pourriez, par exemple, sauter cette rubrique pour passer à la suite. Je dis ça, je ne dis rien. Sans autre forme de procès, nos news de cet épisode a commencé par une info à chaud. Alors, il y a 2 enchaînements de news. Déjà, on avait eu une info qui semblait pointer du doigt la fin de vie de Windows 10. Bon, qui a encore quelques belles années devant lui, puisque une date commençait à se profiler autour de 2025, donc c'est pas simplement une mise à jour, ce serait une fin de Windows 10. Et derrière, je vois là, je n'avais pas vu le conducteur juste avant l'enregistrement de l'émission, mais patatras, il s'avère qu'on a carrément une préversion de Windows 11 qui a fuité ce soir. Cassim, tu t'es dévoué, tu as formaté ton disque dur totalement et tu as installé de zéro Windows 11 rien que pour nous. Exactement. Spécialement en plus pour ce podcast, bien sûr. Évidemment, évidemment. Alors, tu parlais de la fin de Windows 10. C'est vrai que c'est intéressant. Je pense que déjà le fait qu'il y ait une nouvelle version de Windows va surprendre beaucoup de monde. La fin de programmer de Windows 10 en 2025, elle est pas si récente que ça en fait. Microsoft, il l'avait annoncé en 2015, juste que personne l'avait relevé. Et c'est très intéressant. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. On en parle souvent à la rédaction de la façon dont les news se répandent sur Internet et à quel point il suffit qu'il y ait un site américain qui détecte en fait. Enfin, donc c'était un peu passé inaperçu puis tout le monde avait oublié. Il y a un site américain qui a publié qui est retombé sur le tableau de fin de support de Windows 10. Il a vu ça tombe en 2025. Ils ont fait le lien avec l'arrivée de Windows 11 et ils ont fait une news et ça s'est répandu sur tout le web, voilà. Et tout le web a repris sans réfléchir, en se disant ça doit être nouveau. C'est pas possible que Microsoft l'ait annoncé. C'est vrai. Donc non, mais moi j'en fais partie. Je faisais partie des personnes qui n'avaient pas en tête ce délai de 10 ans. Moi j'avais même naïvement en tête le fait que Windows 10 c'était le système d'exploitation qui ne serait plus versionné, parce que je trouve que c'est aussi un sens plutôt intéressant de ne plus avoir des versions de système d'exploitation, qui est des nomenclatures pour les développeurs, pour le suivi technique, oui, mais finalement s'il n'y a pas un changement majeur, de pas changer de nom, je trouvais pas ça déconnant. Mais après voilà. En tout cas là ça se concrétise quoi. Tu n'es pas, tu vois, tout podcasteur que tu es, tu n'es pas non plus journaliste à écrire sur un site, donc je mets pas la même responsabilité sur tout le monde, tu vois, en termes de vérification. C'est vrai. Voilà. Mais ce que je voulais dire, aussi évoqué, pardon, excuse-moi, ils avaient pas aussi évoqué la dernière version de Windows quand même. Ce que j'allais revenir dessus, c'est effectivement c'est un bon point. Clairement, oui. En fait, apparemment, maintenant, on a compris que à l'époque, c'était juste un représentant de Microsoft qui avait évoqué ça, et en fait, tout le monde avait repris, et Microsoft n'a jamais corrigé. Enfin, ça me semble être de la mauvaise foi de repenser l'histoire comme ça. Microsoft n'a jamais objecté sur le fait que c'était la dernière version de Windows pour toujours. Et après, Windows 10 c'était à la base prévu pour une sorte de version très long terme, ce qui a marché parce que on est 6 ans après le lancement de Windows 10 et il y a pas de nouvelle version, il y a pas eu jusqu'à présent de nouvelle version jusqu'à ce Windows 11. Alors qu'avant, les versions de Windows se succédaient beaucoup plus régulièrement et c'était des nouvelles éditions qu'il fallait payer, etc. Là, on a eu des mises à jour effectivement. Et on va aller directement sur ce Windows 11 qui représente vraiment une mise à jour majeure, un peu comme tu le soulignais Guillaume. C'est ce qui va justifier ce changement de nom. Un changement de numéro. Mais tout changement de numéro qu'il y ait, même si on n'a pas encore eu la conférence d'officialisation pour nous expliquer la stratégie de Microsoft, il est très fort probable que les mises à jour seront gratuites de Windows 10 vers Windows 11, que Microsoft va pas refaire payer une licence si vous avez déjà Windows 10. Et du coup, c'est une sorte c'est pour marquer le coup et pour marquer que c'est une nouvelle version majeure, mais en fait, in fine, derrière, ça va rester un Windows 10 amélioré, et tout comme macOS 11 n'est rien d'autre qu'un macOS 10, tu vois, un peu revu et corrigé, tout comme Android 12 succède à Android 11, 10, 9, etc., quoi. Donc il y a pas c'est pas parce qu'il y a un changement de nom que c'est si important que ça, même si il va falloir le justifier pour Microsoft. Et du coup, je l'ai installé effectivement sur un PC que j'ai spécialement, qui est en version Insider et qui me sert justement à chaque fois à tester un peu les trucs très bêta. Et c'est du coup pour bien une version bêta qui a fuité, donc il y a des petits bugs et tout ça, mais c'est déjà très très bien peaufiné. À mon avis, il y aura une version bêta en sortie de conférence très rapidement pour que tout le monde puisse tester Windows 11. Et je vais pas faire le tour complet des nouveautés qu'il y a dans cette préversion, mais essentiellement, on a un changement esthétique vraiment profond dès
qui touche vraiment à tous les éléments que Microsoft n'avait pas retouché depuis un petit moment. Il y avait vraiment une sorte de surcouche de Windows 10, Windows 8, Windows 7 et Windows Vista, où certains éléments avaient été revus au fil des versions, mais pas tous. Des choses aussi bêtes que l'écran de démarrage, la première fois que tu démarres Windows et quand il te demande de configurer ton nom, ton compte, etc. Ça a été revu. Des choses comme quand tu installes une mise à jour majeure et qui te fait redémarrer 2 ou 3 fois ton système et que tu as la boucle bleue qui prend un peu tout ton écran, ou la boucle de la couleur que tu as choisie qui prend tout ton écran, bah ça a été revu aussi. C'est beaucoup plus moderne et beaucoup plus beau, enfin d'après moi, et beaucoup plus beaucoup plus frais en tout cas que ce qui était proposé avant. Ergonomique aussi. Ergonomique, voilà. Et dès le premier lancement, vous verrez, il y a des captures d'écran qui circulent maintenant du coup partout. Dès le premier lancement, on voit immédiatement la différence, ne serait-ce que par le menu démarrer qui est désormais au centre de la barre des tâches, le bouton démarrer, qui ressemble d'ailleurs maintenant au logo Microsoft en bleu. Donc le logo de Windows va changer officiellement, enfin le produit Windows va changer de logo pour adopter celui de Microsoft. Il y a vraiment, je pense, il va y avoir un rapprochement profond. C'est Panos Panay qui chapeaute le projet et qui est le monsieur qui s'occupe des surfaces. Et je pense qu'il va y avoir une sorte de synthèse chez Microsoft entre le hardware et le software avec cette nouvelle version. Et je pense que le nouveau nom est là aussi pour marquer une sorte de nouvelle ère dans l'équipe de développement, pour mettre un peu de côté tout ce qui s'était passé avant. Voilà, il y a plein de petites nouveautés d'interface, d'ergonomie pour essayer de moderniser le tout. Vraiment pas mal de changements et beaucoup de changements aussi qui ne se voient pas en screenshot, des efforts sur les animations pour rendre le tout plus fluide. Là, je me suis beaucoup attardé sur l'esthétique, mais il y aura aussi des nouvelles fonctions. Elles y sont pas toutes dans cette préversion. Il y a notamment un tout nouveau Microsoft Store qui est attendu et qui devrait enfin permettre de télécharger et installer de façon fiable des applications. Et ça, c'est assez énorme en termes de nouveautés, parce que le Microsoft Store n'a jamais marché depuis le lancement de Windows. Donc autant, quand je dis il n'a pas marché, je parlais pas en termes de popularité, je parle vraiment qu'il plantait quand tu as techniquement. Voilà, la base technique était pas bonne. Là, ça devrait être au niveau avec la nouvelle version. Je laisserai Microsoft détailler tout ça, mais voilà, c'était pour histoire de faire un tour d'horizon à chaud de cette version. Est-ce que au lancement et de ce que tu as pu en tester, l'expérience de, comme on dit, d'onboarding en tout bon jargon marketing qui se respecte, de démarrage, de premier démarrage pour un utilisateur, change un petit peu, ou est-ce qu'on est toujours, et ça j'ai l'impression que c'est vraiment tous les OS et tous les services qu'on a aujourd'hui, je trouve que l'expérience utilisateur de premier démarrage reste très compliquée, très fastidieuse, étape par étape. Je pense qu'il y a toute une partie de la population qui reste dépendante de personnes qui sont plus à l'aise avec l'informatique, rien que pour ça. Je pense aux seniors notamment. Est-ce qu'il y a des évolutions là-dessus sur ce que tu as pu tester? Alors ça a été complètement refait, mais c'est pas pour autant qu'on reste sur de l'onboarding standard pour Android, iOS, Windows. C'est-à-dire que il va te poser une centaine de questions à peu près, alors qui sont, moi je trouve qu'ils sont quand même bien posés, et surtout Windows fait quelque chose de différent par rapport à iOS et Android, c'est que chaque question est vraiment sa propre étape. Donc est-ce que vous voulez autoriser la localisation, oui ou non? On te demande, tu vois, localisation, oui, non. Tu réponds non par exemple, et après tu fais suivant, et après on te demande, je sais pas moi, le Bluetooth, on te demande, et on fait, c'est du coup en termes de nombre d'étapes, je pense que c'est plus long que les autres OS, mais je pense que pour quelqu'un qui justement ne connaît pas trop ne connaît pas trop l'informatique, ça peut être justement plus rassurant plutôt que d'avoir une sorte de liste de questions d'un coup sur un seul écran, avec des cases à cocher, là d'avoir vraiment étape par étape qu'on t'accompagne comme ça, en t'expliquant chaque choix ce que ça implique en fait. Il y a un vrai travail, un vrai effort à faire là-dessus. Je pense qu'ils n'ont pas trouvé la solution parfaite. J'ai aidé. Je suis désolé, je prends une minute pour raconter un peu ma vie dans le podcast. Je suis désolé, j'ai accompagné ma maman à distance pour qu'elle installe une nouvelle imprimante. Donc c'est une imprimante sans fil. Écoute, l'expérience d'installation était incroyablement bien pensée. Tu lançais l'applicatif et le truc te guide étape par étape avec des petites animations qui sont très bien pensées pour qu'il y ait juste l'info qui va bien. Écoute, même ma maman de 75 ans s'en est super bien tiré, ce qui est pour moi un gage d'excellente onboarding et excellent service d'appropriation d'un outil.
Guillaume, une remarque sur Windows 11 ? Bah écoute, non, moi je l'ai pas testé, j'ai juste vu quelques photos effectivement qui avaient leaké aussi aujourd'hui, je crois que je les ai vues. Donc oui, ça ressemble énormément à Windows 10X, hein, tout simplement, c'est un petit peu l'esthétique qu'on attendait. Moi je me demandais aussi s'il y avait eu un véritable effort d'unification totale de l'interface, parce que j'ai l'impression qu'il y avait encore quand même des endroits où il y avait, tu sais, le passage donc de l'interface moderne à l'interface Win32 ou ce genre de truc. Par exemple, quand tu ouvres le planificateur des événements sous Windows 10, c'est toujours une appli très très traditionnelle. Je veux dire, je sais pas s'il y a eu du travail là-dessus ou si peut-être que tu as pas eu le temps de le voir. Bah non, la réponse est simple. C'est toujours la même chose. D'accord. Donc non, mais ils ont voulu une vraie volonté de faire une refonte de l'interface sur cette version, mais clairement, j'y crois zéro au fait qu'ils refassent tout en profondeur à ce point-là. Je pense que il y a peut-être que mise à jour après mise à jour, il y aura des applications comme celle-ci qui seront revues. Après, j'ai l'impression que l'idée de Microsoft, c'est que t'es le moins possible a besoin d'aller voir cette application-là. Alors si t'es vraiment un power user qui en a besoin, tu iras. Mais il y a de plus en plus de fonctionnalités qui sont intégrées, par exemple aux paramètres de Windows, pour justement t'éviter d'aller chercher dans les vieilles applications qui sont toujours là pour les entreprises, pour certains professionnels, mais et qu'ils n'ont pas encore refaites ou qu'ils referont pas. Mais au moins voilà, t'auras moins besoin d'y aller. Je voulais juste ajouter un truc pour Guillaume dans les nouveautés potentiellement intéressantes. A priori, ce serait avec Windows 11 que Windows apprendrait à gérer les cœurs des processeurs de façon différenciée, ce qui va être très intéressant puisque la mode entre guillemets imposée par ARM, mais qui est une bonne idée, c'est que désormais les processeurs ont des cœurs différents, justement, plutôt certains orientés haute performance, d'autres orientés économie d'énergie. Et jusqu'à présent, Windows en fait pense que tous les cœurs sont les mêmes en fait, et donc est complètement agnostique sur la gestion des cœurs. Et avec Windows 11, ça devrait évoluer. Ah d'accord, donc il va gérer les cœurs hétérogènes, mais c'est très cool ça, effectivement. Ben oui, ça veut peut-être dire oui que il se prépare aussi à Windows 11 qui pourra être sur des processeurs ARM qui eux ont très souvent ce genre d'architecture en fait. Ouais, et Intel y va aussi, donc il faut évidemment ils y vont aussi quoi. Et dernière question, est-ce qu'il est possible d'utiliser Windows 11 sans compte Microsoft ou pas ? Alors oui, c'est possible, mais c'est encore plus caché. D'accord. J'ai dû, en fait, il t'oblige, s'il détecte qu'il y a une connexion internet, il t'oblige à te connecter avec un compte Microsoft. Tu débranches internet en gros, et là d'un coup il t'autorise à faire un compte sans compte Microsoft. Merci beaucoup Cassim de t'être lancé dans l'installation et puis de nous faire ta restitution. C'est très cool de voir que ça avance. De toute façon, on va savoir rapidement beaucoup plus d'informations sur Windows 11 dans le cadre de conférences en bonne et due forme. Tout de suite, on laisse la place à un environnement beaucoup plus vidéoludique. Alors vous me connaissez, je ne suis pas un consommateur de jeux vidéo averti. Ça m'intéresse, c'est quelque chose vers lequel j'aimerais me tourner si j'avais un petit peu plus de temps à y consacrer. Mais évidemment, la période est incontournable pour le jeu vidéo puisque c'est l'E3, donc rappelons-le, hein, c'est tout l'ensemble des conférences des acteurs du monde du jeu vidéo et c'est là où on voit un petit peu la direction que peut prendre l'univers du jeu vidéo, que ce soit sur le plan du gameplay, sur le plan créatif, mais peut-être aussi parfois sur le plan technique. Alors vous avez suivi tous les deux des conférences, je sais pas lesquelles vous avez suivi l'un et l'autre, en tout cas on va commencer par Xbox qui a, on le rappelle, racheté Bethesda. Alors est-ce qu'on voit des manifestations de ce rachat dans le cadre de ces conférences? Oui. Guillaume. Je sais pas. Je savais pas. Hein. Donc Guillaume ou Cassim, allez-y. Oui, bah écoute, c'est clair. Hein, pour cette eCube virtuelle, on a quand même eu la première conférence conjointe Microsoft Bethesda, et les jeux de l'éditeur qui est donc plus du tout tiers étaient en vedette. Hein, ils ont fait l'ouverture et la clôture de la conf. Donc voilà, c'est officiel. Starfield, le prochain gros jeu des développeurs d'Elder Scrolls, arrivera le 11 novembre 2022. Oui, désolé, pas en 2021. Et ça, ce sera exclusivement sur PC et Xbox Series. Donc ce simulateur d'Han Solo, hein, comme Otto de War le définit lui-même, c'est une énorme exclue pour l'univers Xbox, et ça arrivera sur le Game Pass en Day One. Donc le Game Pass, bon, évidemment,
chaque fois qu'on parle d'une conf Microsoft, hein, j'ai l'impression de devenir en VRP Game Pass. Et c'est pas avec cette Oui, conf. C'est horrible. Non, mais, moi-même, tu m'as convaincu. non, mais c'est horrible. Hein, c'est moi aussi. Hein, non, mais et enfin tout le monde, en fait, j'ai l'impression dans la presse ne sait pas trop comment faire pour parler du Game Pass sans le survendre, alors que en fait, dès que tu parles du Game Pass, t'es un peu obligé de le vendre, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, moi, je pense que la conf était plutôt attrayante, mais il y a quelques bémols quand même. Et comme je suis un rabat-joie, je vais commencer par les bémols. Oui, donc, Ah bah oui, forcément. Donc, je pense qu'il y a encore trop de présentations qui montrent aucun gameplay, quoi, voire aucun visuel du jeu, à tel point que ma bande-annonce préférée, c'est quand même celle d'Outer World 2, plus précisément, qui se moque ouvertement de ça. Elle était géniale. Donc c'est une bande-annonce cinématique qui était vraiment magnifique, extrêmement cliché aussi, et qui veut surtout dire que rien n'est prêt et que rien n'est montrable. Et en fait, la voix off dans un sommet de méta, quoi, hein, elle l'explique elle-même. Donc voilà, c'est vraiment la bande-annonce à voir de cette équipe, parce qu'elle est vraiment franchement marrante. Mais bon, c'est vrai que si tu prends Starfield... Si je veux bien essayer d'être sûr d'avoir compris ce que tu dis, et ce que vous semblez témoigner tous les deux, c'est que très souvent dans ces conférences, je compasse vraiment, je vais être hyper sincère, je l'ai pas vu. Mais ça arrive, oui. En tout cas, très souvent, il y a des démonstrations artistiques, créatives, d'intention de jeu, mais on ne voit pas concrètement ce que ça peut donner au niveau du gameplay pour le joueur au final, c'est ça ? Oui, c'est ça. Par exemple, Starfield, c'était du in-engine, donc ça veut dire que c'est le moteur du jeu qui affiche une cinématique, donc c'est déjà bien, hein, c'est déjà ça, puisqu'on peut voir quand même ce que le jeu est capable d'afficher, mais c'est quand même dommage qu'on ait vu aucun gameplay. Donc la cinématique est belle, mais c'est un seul lieu aussi, tu vois, c'est quand même un peu étrange pour ce qui sera un jeu d'exploration. C'est un peu dommage, c'est comme pour Halo d'ailleurs, on a vu du gameplay de Halo mais du multi, donc c'est joli sans casser des briques, hein. Cela dit, en multi, c'est vrai que la stabilité et la fluidité priment, voilà, sur la beauté des graphismes, mais pour la campagne solo, on n'a rien vu si ce n'est une cinématique. C'est dommage et c'est un peu bizarre d'ailleurs pour un jeu qui sort à la fin de l'année, mais si tu prends Contraband par exemple, qui est un jeu coop en open world, il y a eu une cinématique, une image de synthèse, c'était pareil pour Redfall d'Arkane Studio. Ouais, faut vraiment... s'il y a plusieurs niveaux d'éléments, par exemple Starfield, au moins c'est dans le moteur du jeu, même si c'est la cinématique. Tout à fait. Alors que d'autres c'est carrément complètement fait en dehors du jeu. D'ailleurs, comme la bande-annonce de Outer World le dit, il y a rien qui est prêt et en fait des fois c'est même c'est un autre studio qui s'occupe de faire le truc en image de synthèse. Et non mais moi je trouve que c'est unique à cette industrie quand même de montrer un projet en ne montrant rien du projet, mais en illustrant quand même le projet. Enfin, c'est comme si Marvel, au moment d'annoncer le prochain Avengers, au lieu de vous mettre un teaser du Avengers, vous mettez un truc en image de synthèse, avec des graphismes de Pixar, je sais pas, pour vous indiquer ce que va être le prochain film Avengers, tu vois, et avant qu'il y ait les acteurs et tout ça. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi, en fait. Donc, je peux comprendre la frustration. Après, moi, je trouve que l'explication cette année en particulier, c'est que des fois ça aide les studios qui sont occupés à développer le jeu justement d'avoir une autre équipe qui s'occupe des images de synthèse pour pas leur faire perdre du temps, alors que justement en période Covid ils ont déjà beaucoup perdu de temps en développement. Bon, c'est pas pour défendre non plus les non, mais ça se comprend. Je comprends, tu vois, mais le problème c'est que ça génère aussi la frustration, tu vois, parce que par exemple il y a aussi des jeux qui étaient carrément absents, comme Avowed ou Fable ou Everwild. C'est des jeux qui ont été teasés dans la conf qui était censée prouver la superpuissance de la série X l'an dernier. Ils étaient complètement absents. Et en fait, d'ailleurs, on a su même après qu'Everwild était complètement reparti de zéro et que du coup, il était prévu pour 2024. Attends, c'est un truc qui aura été montré, je sais pas, 5 ans, 6 ans presque avant de sortir. Bon, du coup, voilà, c'est un petit peu étrange. Après, il est aussi possible qu'une partie de mes critiques soit balayée parce que jeudi, il y aura une extension de la conf, donc il y aura donc plus de contenu, peut-être des interviews de développeurs, plus de vidéos, donc on verra bien. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, on sent que c'est clairement une période de transition technologique, hein, si on revient à ce qu'on a vu quand même des jeux qui ont été montrés, hein, avec du gameplay ou au moins du in-engine. Donc, parce que d'un côté, on a les cross-gen, et de l'autre, on a les jeux focalisés next-gen, et c'est vrai que c'est quand même assez patent aussi avec la conférence Ubisoft. Donc, si tu prends des jeux comme Halo, ou Forza ou Far Cry 6, bon, c'est des jeux qui sont beaux, hein, y a pas de problème. Mais bon, quand on voit Flight Simulator, qui, malgré les annonces initiales, va faire l'impasse sur Xbox One, évidemment, elle va pas sortir sur Xbox One, qui est étonné de ça?
Mais bon, on sent bien qu'il y a quand même un gap, donc, et que la cross-gen a un coût, quoi. Tu vois, dans Forza, par exemple, le ray tracing, ce sera qu'en mode Forza Vista, et pas en course. Et c'est vrai que c'est un jeu qui tournera sur One, c'était un petit peu difficile de faire autrement. Alors que Flight Simulator sur Series X, bah ouais, c'est un truc qui semble à la hauteur d'être enfin, tu vois, de ce que t'as sur un gros PC. C'est franchement magnifique. Et en plus, tu pourras faire ton petit Tom Cruise dans des décors photoréalistes avec le jet de Top Gun Maverick, qui sera en DLC gratuit, et quand même, ça chauffe bien. Et ça chauffe tellement bien que, en plus, c'est pour 0€ avec le Game Pass. Et oui, le Game Pass, je vais dire encore du bien, mais qu'est-ce que tu veux? Grâce à lui, je vais avoir Stalker 2 et Age of Empires 4 qui vont me tomber tout cuit dans le bec, et c'est 2 jeux que j'attendais depuis des années en fait. Et c'est pas fini, il y a quand même 31 jeux qui ont été annoncés. Alors il y avait des blockbusters comme Starfield, Halo, Forza, etc., Back 4 Blood, ou la suite d'ailleurs de Plague Tale, le jeu d'Asobo, dont j'en ai parlé dans un Paraculte et qui est vraiment très bien, et la suite a l'air somptueuse. Et donc voilà, il y a aussi dans les cartons, il y a des trucs comme Among Us ou Hades, il y a des titres qui me faisaient personnellement envie aussi comme Sable ou Scorn. Voilà, et même d'autres d'ailleurs que j'attendais pas, mais que je pourrais tester volontiers, comme Psychonauts, parce que moi j'ai jamais joué au premier, c'est vrai que j'attends pas particulièrement Psychonauts 2, ou 12 Minutes, ou ce genre de trucs, donc plus que jamais, c'est vrai que le Game Pass est attrayant, tu vois, donc... Est-ce que Microsoft a prouvé que la Series X roule sur toutes les autres consoles? Pas du tout, non. Par contre, son Game Pass envisage de rouler sur toute la concurrence, et chaque année, j'ai l'impression qu'il y a des plus grosses roues, tu vois, c'est... Oui, bah... Est-ce que ça se rapproche de manière plus que jamais proche d'un Netflix du jeu vidéo? Je sais que c'est toujours compliqué d'utiliser cette terminologie, mais je sais pas, Cassim, je sais que c'est une expression à laquelle tu attaches beaucoup de surveillance et d'attention parce qu'elle peut être utilisée à tort et à travers. Est-ce que là, compte tenu de toutes ces annonces, ça s'en rapproche dans l'expérience? Moi, oui, le Game Pass, clairement, pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de cette métaphore, même si il y a vraiment des limites à la comparaison, notamment parce que sur Netflix, les séries télé, vous ne pouvez pas acheter d'épisodes supplémentaires en DLC. Il n'y a pas de microtransactions intégrées aux séries télé ou ce genre de choses. Ça arrive, vous avez vu que Netflix commence à faire sa boutique déjà d'objets dérivés physiques, donc on pourrait très bien imaginer que demain... Mais t'as raison. Mais non, mais justement, c'est parce que par exemple, Microsoft explique, souvent on leur pose la question, mais regardez, Netflix, ils ont jamais été rentables, est-ce que vous êtes sûr de votre abonnement et tout? Et Microsoft, ils expliquent, oui, mais nous, on vend des jeux à 60€, en fait. Le Game Pass, le Game Pass est central dans leur stratégie et ils mettent le paquet dessus. Et effectivement, la conférence, là, elle est pas du tout là pour te vendre la série X, elle est là pour te vendre le Game Pass. Et d'ailleurs, finalement, le mot d'ordre, ce que dessine la conférence, c'est le calendrier, en fait, de sortie du Game Pass, tel un Netflix, justement. Et en fait, Microsoft, ils t'ont détaillé, en juillet, vous aurez ça, en août, vous aurez ça, septembre, octobre. Et en fait, tu te rends compte que globalement, jusqu'à la fin de l'année, tous les mois, il y aura au moins une sortie un peu marquante. Et puis en 2022, ça va continuer avec quelques titres forts. Et comme Guillaume l'a dit, il y a eu des gros titres qui n'étaient pas là, comme Avowed ou Fable, parce qu'ils seront là l'année encore suivante. Et en fait, tu te rends compte que là, ça y est, les rachats de studios commencent à porter leurs fruits, et que Microsoft est en capacité de faire une conférence à l'E3, qui est l'événement le plus important de l'année, sans tout montrer. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Ils étaient obligés, quand ils avaient que 4 ou 5 studios, ils étaient obligés de tout montrer tout le temps parce que ils n'avaient pas ce luxe, de pouvoir garder des cartes en main. Il y aura d'autres événements dans l'année aussi, il y a les Game Awards, etc., où ils aiment bien montrer des choses, donc ils pourront aussi faire des démonstrations à ce moment-là. Et vraiment, leur objectif, on sent que c'est avoir ce renouvellement permanent dans leur catalogue. Il y a le patron des studios qui a fait une annonce, qui a re-annoncé plutôt, la semaine avant l'E3 que il voulait au moins un gros titre maison tous les 3 mois dans le Game Pass. Pour moi là, clairement, ils ont réussi à enfin enclencher la seconde, et enfin ils commencent à rentrer dans leur rythme. Là, on sent qu'à partir du mois de juillet, on rentre enfin dans ce rythme-là après un désert. L'année dernière, globalement, les 12 derniers mois ont été une sorte de désert côté Xbox, même s'il y a eu quelques éléments. Là, voilà, on enclenche vraiment la période. Et puis, le Game Pass va devenir un peu une sorte de machine, de machine du coup quelque part à vendre aussi des Xbox, parce que et des Xbox Series S du coup ou pas? Peut-être, mais parce qu'en fait, du coup, moi, j'ai remarqué aussi un mécanisme où même pour des jeux, parce qu'il y a plusieurs jeux multiplateformes dans cette conférence, comme Back 4 Blood ou Hades, qui sortent donc en même temps sur PlayStation. Et bon, fatalement, sur PlayStation, il va te coûter 20 à 60€, alors que sur Xbox, tu l'auras intégré à ton abonnement, quoi. Donc du coup, c'est pas des exclusivités,
mais ça fait pencher la valeur en fait côté Xbox de façon assez forte, quoi. Alors moi voilà, après je vais pas critiquer PlayStation. Pour moi, la conférence de Microsoft, ce qu'elle avait de marquant aussi, c'est qu'elle avait aucune réponse au blockbuster de PlayStation, et PlayStation garde une tête d'avance en termes de production value et de blockbuster, les jeux vraiment PlayStation faits par Sony, les Ratchet & Clank Rift Apart, il y a rien de comparable chez Xbox, et Xbox n'est pas du tout en capacité pour l'instant de répondre, pas avant plusieurs années. Donc il y a Sony quand même qui a cet avantage-là, et Sony va pouvoir garder cette force pour te vendre du jeu à 80€, un peu comme on te vend du HBO ou du jeu, du film Marvel justement un peu premium que tu vas vouloir aller voir en Dolby Vision au cinéma et mettre un peu plus d'argent pour en avoir plein les yeux. Il y a ce côté un peu blockbuster chez Sony. Chez Xbox, on est aussi du côté Netflix, mais un peu dans le côté peut-être péjoratif du terme aussi, où sur les points forts, on n'est pas sur des points aussi forts que ce que la concurrence propose. Mmh. Ouais, spontanément, mais mon image est... C'est Netflix du jeu vidéo parce qu'il produit aussi des trucs pas terribles, c'est ça là? Un peu, non, mais c'est un peu ça. Désolé pour Netflix, mais la qualité de production, elle est pas au niveau de ce que fait Disney, par exemple. C'est vrai. Puis t'as tellement raison. Je veux dire, il y a absolument rien en face de Ratchet & Clank. C'est marrant parce que pour moi, Fable. Quand vous décrivez cette situation-là, ça me donne l'impression d'avoir à choisir, quand on choisit entre le monde PlayStation et le monde Xbox, moi qui n'en possède aucune des deux, entre le monde du je vais au ciné de temps en temps voir les super œuvres qui sont super qualitatives, ou je m'abonne à Netflix où effectivement j'ai pas forcément la même expérience visuelle, pas forcément la même expérience de création, mais au moins j'en ai pour mon argent et j'en ai un peu tout le temps. Ma comparaison a énormément de limites, mais oui, la mienne aussi, parce que je pense que dans les gens qui nous écoutent, il y en a qui nous diront que Starfield va être au niveau d'un Ratchet & Clank ou d'un Horizon ou d'un The Last of Us Part 2, mais vraiment je pense pas, même dans l'ambition du titre, par exemple un Starfield va être dans la volonté de te laisser explorer un monde en immersion et de te mettre à la place d'un personnage, alors que dans un The Last of Us Part 2 tu es complètement sur des rails, mais pour une bonne raison. C'est une sorte de roller coaster cinématographique à un niveau qu'on n'a jamais pu atteindre dans le jeu vidéo, quoi. Donc c'est pas les mêmes objectifs non plus. Et Sony par exemple n'a pas non plus ne peut pas répondre à Xbox sur les jeux multijoueurs comme Halo et compagnie ou Forza. Ils sont pas en capacité côté PlayStation d'avoir ces propositions là très multijoueurs, très en ligne, etc., quoi. Ouais, moi je me réjouis en tout cas qu'il y ait une concurrence qui se positionne avec des propositions finalement assez complémentaires, je trouve. On va continuer à dérouler les news parce que petite parenthèse, encore une fois, moi qui n'ai aucune de ces deux consoles, mais j'allais dire même aucune des consoles de ces deux univers là, je serais bien en peine demain si je devais m'équiper d'en choisir une, et j'aime bien votre comparaison et votre détail puisque ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Oui, on continue du coup sur les news jeux vidéo. Oui, on peut passer on peut parler peut-être de ce projet aussi qu'a Xbox de faire des démos de jeux. Donc tu peux essayer les jeux avant que tu les... Moi déjà c'est pas très très nouveau, mais ce qui pourrait être nouveau c'est de le faire sans avoir à installer quoi que ce soit, quoi. Et donc avec xCloud ça pourrait être relativement simple de mettre en place un système de démo où tu essaies le jeu en streaming sans avoir rien à installer, donc de manière complètement immédiate, et tu décides si oui ou non ça t'intéresse avant de télécharger 100 gigas ou 130 gigaoctets de trucs, ce qui est pas une mauvaise idée quand même. Et ça, alors c'est une excellente idée. Et puis ils ont annoncé que l'offre de cloud gaming, qui était pour l'instant limitée à Android et à iOS via le web, là ça y est, là aussi ils passent un peu la seconde. Donc ils vont avoir des partenariats avec des fabricants de télé pour intégrer directement le Game Pass dans les télés. Tu auras juste besoin d'une manette en Bluetooth. Aussi ils vont proposer une sorte de Chromecast like, en fait, si justement ta télé n'est pas connectée ou n'a pas l'application, parce que le fabricant n'en a pas voulu, Sony, du coup tu pourras brancher un Chromecast dessus et tu auras l'accès. Je dis Chromecast, mais c'est pour donner l'image, mais ce sera une Xbox Cast, je ne sais pas, que tu brancheras derrière et qui te permettra d'avoir le cloud gaming là aussi avec une manette. Et puis il y a l'éventuelle intégration à la série S et à la Xbox One, au Xbox One, qui va permettre en fait de abandonner aucun de l'ancien parc pour
pour aller proposer du cloud gaming dont les jeux maintenant dans les prochaines semaines là vont se mettre à tourner sur des séries X au lieu de tourner sur des Xbox One S. Donc c'est-à-dire que en gros entre guillemets le cloud gaming passe à la next gen et donc les consoles d'ancienne génération vont pouvoir jouer à des jeux next gen grâce au cloud en fait. C'est captivant cette évolution, c'est cool. Moi, je me réjouis de voir ça. Ça va faciliter probablement les tests et les appropriations des jeux. On va parler un petit peu d'Ubisoft aussi. Oui, c'était aussi l'Ubisoft Forward, avec plein de contenus pour des jeux déjà sortis. Donc voilà, le siège de Paris pour Assassin's Creed. Aussi un mode éducatif d'ailleurs pour Assassin's Creed Valhalla. Donc comme pour les anciens titres, c'est assez sympa. Ensuite, on revient à un petit peu à cette transition techno dont je parlais, parce que disons, les grosses marques d'Ubi sont bien sûr revenues en bonne et due forme, mais la vraie grosse claque, quand même, elle est arrivée à la fin, puisque on a eu du Rainbow Six qui passe en mode invasion alien, et du Far Cry 6 en mode Cuba Libre. On a eu du Rocksmith aussi, en abonnement mensuel, donc franchement, j'avais pas vu venir. Donc vous vous souvenez peut-être de Rocksmith PS4, c'était un jeu de rythme qui se jouait avec une vraie guitare, et qui donc avait pour ambition de vous apprendre à jouer pour de bon. Et ça devient un service par abonnement multiplateforme avec du contenu qui va s'enrichir chaque mois. Et je suis la pire personne pour juger de la pertinence de Rocksmith en tant qu'outil pédagogique, puisque j'ai tenu une guitare moins de 10 minutes dans ma vie et je suis allé pleurer tout seul dans les toilettes et les doigts en sang. C'était... À ce point-là? Ah ouais, moi je suis fragile les doigts. Non, franchement, c'était vraiment terrible. C'est une guitare électrique, peut-être que c'est un rapport, mais en tous les cas, c'était... Ah non, au contraire, les guitares électriques, c'est plus souple. Oh mon Dieu. Donc voilà, des jeux cool. Écoute, dans l'ensemble, il y avait Riders Republic, il y avait un autre jeu un partenariat Mario plus Lapin Crétin avec Nintendo. Et tout ça, ça arrive assez rapidement, sauf les Lapins Crétins, c'est pour 2022. Mais le One More Thing de la conf, c'était l'annonce cinématique à l'appui d'un jeu Avatar. Et c'est très très bien négocié quand même de la part d'Ubisoft de sortir un jeu Avatar en même temps que les films, dont le 2 devra sortir l'année prochaine, en 2022 aussi. Mais en plus, c'est une exclue next-gen et ça se voit, quoi. Donc c'est encore une cinématique, c'est vrai, mais c'est fait avec le moteur Snowdrop. Et c'est magnifique, la densité visuelle est clairement un cran au-dessus. Ça sera un monde ouvert, donc une sorte de monde ouvert d'action en vue à la première personne. Donc Snowdrop, c'est déjà le moteur propriétaire d'Ubisoft, donc il est utilisé un petit peu partout, la Switch et la PS4, en passant par Stadia. Et on l'a vu dans les titres aussi différents que The Division, South Park ou Starlink. Et il a été mis à jour apparemment de belle manière, puisqu'Avatar sera une exclue PlayStation 5, PlayStation Series, PC et Stadia. Donc manifestement Stadia aussi, upgrade ses serveurs pour faire tourner des trucs qui seront à la hauteur donc de la PlayStation 5 ou des Series. Et donc on sent qu'il y a un vrai gap entre les jeux qui sortent cette année, qui sont donc souvent cross-gen, qui sont en dev depuis 2-3 ans avec des outils de l'époque, et les jeux qui sortiront à partir de 2022 et plus, et plus tard, et qui auront accès à des outils plus modernes et qui se concentreront sur les consoles actuelles. Donc c'est vrai qu'on voit vraiment le jeu vidéo avancer petit à petit, c'est quand même enthousiasmant, quoi. On va parler un petit peu de Nintendo, forcément. Oui, qu'est-ce que j'ai retenu de Nintendo? Cela c'est vraiment tout frais, puisque c'était il y a quelques heures seulement, il y a 1 heure en fait. Donc moi j'ai vu quoi? Qu'est-ce que j'ai retenu? Alors évidemment, vous savez que si vous écoutez Paracult, vous savez que j'aime bien Fatal Frame, donc Fatal Frame 5, la prêtresse des eaux noires, revient sur Switch, ce qui veut dire que le 4 ne revient pas. Vas-y. Oui, il revient sur toutes les consoles. Ah oui. Donc il a été annoncé sur Switch et après coup l'éditeur a précisé que ça sort sur Xbox, ça sort sur PlayStation, sur PC, ça sort partout. Oh mon dieu. Bon, Fatal Frame 5 qui est un jeu correct mais pas extraordinaire. C'est très dommage que le 4 ne sorte pas, parce que c'est Fatal Frame 5 en fait, qui vont sortir, et le 4 n'est jamais sorti hors du Japon. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent à ne pas sortir le 4, je comprends pas. Enfin bon, il y avait aussi donc Metroid 5 qui revient, donc Metroid Dread avec Samus qui revient en 2,5D, donc c'est un jeu c'est un genre de 3D mais vu donc de côté, comme à la grande époque, qui a l'air très très bien. Bon, moi, évidemment, j'ai vu aussi Advance Wars, parce que j'ai beaucoup aimé sur Game Boy Advance, à l'époque, ces jeux de stratégie tactique, qui étaient vraiment très très cool, et qui vont être remasterisés sur Switch, et voilà, donc la guerre trop mimi revient sur Switch, et c'est sympa. Le graphisme est vraiment très très comparable à ce qu'on avait, dans le sens où c'est exactement les mêmes pattes graphiques, mais évidemment, voilà, tout est redessiné, tout est en définition, tout ça, c'est vraiment un remaster, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Évidemment, le gros truc que tout le monde attendait, bien entendu, ça concerne Zelda, évidemment, c'est arrivé à la fin, et c'était quoi? Un Game & Watch. Oui, ils font refaire un Game & Watch. Un Game & Watch comme ils ont fait pour Mario, ils vont refaire un Game & Watch avec les Zelda. Avec 4 jeux, en fait. Et donc avec 3 Zelda et un titre vraiment rétro de Game & Watch. Donc voilà, ils vont avoir un Game & Watch vert. Alors ce qui est très rigolo, en fait, c'est qu'il existe déjà un Game & Watch Zelda,
un vrai classique des années 90, et c'était un double écran, donc il avait absolument rien à voir. Mais bon, voilà, si vous aimez bien les Game & Watch, voilà, revisiter comme ça. Je sais pas si ça s'est vraiment si bien vendu que ça, les Game & Watch Mario, parce que j'en vois encore plein d'occasions, et ça m'a paru un petit peu étrange pour un objet collector Nintendo d'en voir d'occasion à des prix inférieurs au prix du neuf, ce qui est un petit peu étrange. Donc ils remettent ça, je sais pas si c'est une super idée. Bon, évidemment, je vais peut-être laisser à Cassim le soin de parler de Zelda Breath of the Wild 2, puisque évidemment c'était ça le vrai gros truc de la fin de la conférence Nintendo, il me semble. Oui. On a vu quelques images supplémentaires. Alors, je suis pas le plus grand fan du tout de Breath of the Wild. Moi non plus, en fait. Mais on a vu donc des images supplémentaires. La suite n'a toujours pas de nom. C'est juste la suite de Breath of the Wild. Le titre, faudra encore attendre. La date de sortie annoncée est dans 2022. Enfin, c'est la date cible par Nintendo. C'est pas encore sûr que ça sortira bien en 2022, mais c'est ce qu'ils veulent faire. Et puis on a vu surtout que a priori donc on reprend vraiment toute la base de Breath of the Wild, sauf que on aura une sorte de ville aérienne qu'on pourra aller un peu visiter, visiblement un peu en mode château dans le ciel, j'ai l'impression en termes d'inspiration. Donc voilà, je pense que les fans seront très impatients. Ça a l'air de reprendre un peu tous les codes du premier épisode, donc avec quelques éléments de gameplay qui ont changé. Toujours dans ce système de gameplay où on peut faire un peu tout et n'importe quoi, qui laisse beaucoup de place à la créativité des utilisateurs, et ils ont rajouté quelques règles de recettes quoi en gros. J'ai du mal à me l'avouer de mon côté, mais j'ai commencé Zelda Breath of the Wild, le premier du nom, il y a de ça quelques temps, et on en parlait un petit peu avec Guillaume dans d'autres échanges, et j'avoue que moi j'ai beaucoup de mal à aimer ce jeu. Je me force un petit peu, parce que peut-être que je passe à côté de quelque chose, d'autant que j'aime bien de manière générale les Zelda, même si je les ai pas tous faits. Mais alors, j'ai le sentiment de me faire chier à un point dans ce jeu. J'ai l'impression que tout est vide. On nous parle d'open world, mais en fait, et c'est objectivement un open world qui est forcément très bien fait, sur lequel il y a beaucoup de qualité, et c'est certainement pas moi qui me permettrait de dire l'inverse. Mais je m'ennuie, j'ai une sensation de vide qui est indescriptible. Et pourtant, c'est un jeu qui cartonne parce que là aussi, j'ai des copains de mon fils là qui parlent en ce moment du fait qu'ils commencent Zelda Breath of the Wild aussi de leur côté, et ils adorent, ils trouvent ça génial. Donc bon, je suis peut-être pas fait pour ce Zelda-là. Après, moi, c'est pas un jeu qui est mauvais, attention, évidemment, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Je pense qu'il est objectivement très bon. Il est objectivement très bon. Après, moi, en ce qui me concerne, j'ai pas de sensation de vide particulier, au contraire, je trouve qu'il y a énormément de trucs, à quel point que ça n'est un peu fatigant, mais il y a surtout des mécaniques, moi, qui, à la longue, me gonflent un peu, quoi. Voilà, c'est vraiment des choix de design que moi, j'adhère pas, mais bon, après, c'est très personnel aussi, Ouais, je pense que c'est très personnel, et surtout défendez Zelda dans les commentaires sur techcafé.fr pour nous rappeler à la réalité, c'est très important. Alors on va conclure. Qu'est-ce qu'on peut souligner encore de ces conférences à l'occasion de l'E3 ? Je sais pas, il y a le aussi. Qu'est-ce que vous avez remarqué comme jeu ? Moi j'ai remarqué Trek to Yomi, un platformer 2D absolument incroyable, puisqu'on dirait un film de Kurosawa en noir et blanc, mais vu de côté, en 2D. Donc c'est photoréaliste, mais c'est un jeu en 2D vu de côté. Ça a l'air assez cool. Ça sortira en 2022 sur PlayStation 5. Sur Series X, et je sais pas, vous avez vu quoi ? Qu'est-ce qui vous a tapé dans l'œil ? Elden Ring peut-être ? Alors non, je te transmets le micro, Cassim. Je suis encore mauvais client. Non, même si oui, il faut le mentionner parce que tout le monde l'attendait. Donc il a été présenté à la fin de la conférence d'ouverture du Summer Game Fest de Jeff Keighley, qui est un peu un événement parallèle à l'E3 et qui va couvrir un peu tout l'été. Et non, moi j'ai repéré, alors je vais donner mon vrai coup de cœur de cette E3 et après ma triche quoi, mon joker. Donc le coup de cœur c'est Planet of Lana qui là aussi été présenté pendant la conférence d'ouverture de Jeff Keighley, alors on a vu très peu de choses, c'est un jeu d'aventure en 2D, complètement peint à la main, les graphismes sont somptueux. C'est vraiment complètement tout a l'air peint à la main et on a vraiment une ambiance un peu à la Ori, et ça se présente comme un jeu d'aventure. On sait très peu de choses pour le moment. Et l'autre, donc ça c'est Planet of Lana. Et l'autre jeu dont que je voulais mentionner, mais parce que je suis un peu obligé contractuellement, c'est Eiyuden Chronicle, qui est un jeu que j'ai kickstarté en 2020. C'est vrai. Non mais je comprends, j'avoue aussi, j'adhère aussi. Donc mon jeu préféré ever, c'est Suikoden 2 de tous les temps.
Et le créateur de Suikoden 2 a décidé de refaire un JRPG. Bon, il a pas les droits sur Suikoden, mais il a clairement envie de refaire un Suikoden, et ça s'appelle Eiyuden Chronicle 100 Heroes. Donc ça avait été kickstarté l'année dernière, et Microsoft a eu la bonne idée de le repérer et de sortir le chéquier pour l'ajouter au Game Pass en Day One. Bon, alors le jeu est pas prévu avant 2023, ce qui est bien légitime vu que son développement a commencé en 2020. Et même 2023, ça me paraît optimiste, même si c'est un petit jeu. C'est pas un truc qui va demander des graphismes incroyables. C'est très beau, hein. C'est très beau graphiquement. D'ailleurs, en gros, graphiquement, c'est Octocoden Travelers, quoi, parce que c'est vraiment la même chose qu'Octopath Travelers, quoi. C'est le mélange 2D, 3D, pixel art que moi j'aime beaucoup, honnêtement. Ouais, vraiment qui a l'air très beau, bon voilà, qui arrivera dans le Game Pass en Day One, et du coup, enfin moi ça a été une surprise totale de le voir à cette E3, surtout à une conférence Xbox qui est plutôt en général assez militaro-américaine, donc c'était un peu la surprise totale. Donc j'ai très content de le voir, de voir des nouvelles images, donc j'étais un peu obligé de le mentionner. Je vais conclure un petit peu parce que j'aurais évidemment pas de choses qui m'auront sauté aux yeux, vous l'aurez compris, mais quand même de cette discussion et de cet échange, je retiens ce Game Pass, encore une fois, dont on a déjà parlé, qui a énormément d'arguments positifs, qui, selon moi, a aussi le pire défaut qui soit, qui est directement lié de son principal argument, c'est que si vous êtes un petit peu angoissé à l'idée d'avoir trop de jeux dans votre back catalogue, comme on dit, trop de choses à faire, et que vous sentez pas avoir le temps nécessaire pour jouer à tout, je pense qu'effectivement faut éviter à tout prix le Game Pass, quelle que soit la plateforme, parce que vous allez vraisemblablement souffrir. On a fait le tour du coup de cette rubrique jeux vidéo. Bon, il y aura d'autres choses peut-être dont on pourra parler à l'occasion dans le prochain épisode de Tech Café, mais en attendant, on va changer de rubrique. On va vous parler de cette initiative de la Fondation Linux. Moi, je les avais pas vus venir. Pour le Covid, on a besoin un peu d'authenticité, Guillaume, et qui de mieux que la Fondation Linux, pour nous aider. Ouais, l'épidémie de coronavirus a appuyé sur plein d'endroits et ça faisait très très mal, et en particulier, elle a quand même mis en relief un besoin d'interopérabilité au niveau global, quoi. Hein. Parce que le virus, lui, évidemment, il se fout des frontières, et dans l'idéal, toute mesure prise contre lui devrait être prise à l'échelle internationale. Et en particulier, les informations de santé du type vaccination, contamination ou immunité devraient être au besoin complètement accessibles de manière fiable, quel que soit le pays. Parce que les gens voyagent, et les Européens ont mis au point un certificat Covid digital à l'échelle de l'Union. Donc il y a 7 pays d'ailleurs qui sont déjà connectés, c'est la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, la Croatie et la Pologne. Et le système devrait entrer en fonction le 1er juillet. Donc c'est le DGCG pour Digital Green Certificate, et c'est basé sur des technologies assez classiques, puisque c'est un serveur Tomcat qui est connecté à une base de données MySQL qui gère des signatures provenant des QR codes pour la vérification, ou des TOBIB pour la publication d'un certificat. Et donc chaque pays a un back-end national qui se connecte au back-end européen du DGCN pour maintenir la base de données globale. Et donc sur la base du DGCN, la Fondation Linux voudrait lancer un GCCN, ce serait un Global Covid Certificate Network. Et donc l'idée c'est d'avoir un peu la même chose que nous, mais à l'échelle mondiale. Donc ce serait basé sur d'autres passes, comme le Good Health Pass, le Good Health Pass collaborative de l'an dernier. Donc alors il y a des fondations, la fondation Linux, évidemment, elle s'entoure aussi de plusieurs boîtes qui ont déjà fourni des solutions de ce type. Donc il y a AOKPass, il y a Affinity, il y a Blockchain Labs, il y a LAC Chain, et aussi IBM. Et ensemble, en fait, ils veulent définir et implémenter un passeport vaccinal mondial. Donc c'est vrai que c'est exactement de ce genre de cas qu'on aurait besoin d'une blockchain, en fait, qui tienne la route. Parce que voilà, on aurait besoin d'un registre fiable, mondial et décentralisé, dans l'idéal. Et c'est typiquement quelque chose qu'une blockchain moderne pourrait offrir, devrait offrir, mais bon voilà, pour ça il faudra aussi qu'elle soit à haute disponibilité, à faible coût, et qu'elle accélère pas la fonte des calottes glaciaires idéalement, mais bon, ça les grosses blockchains qui ont pignon sur rue ne le proposent malheureusement pas, mais justement c'est peut-être l'occasion, enfin, après 10 ans de spéculation, de créer une blockchain moderne qui serait utile à tout le monde, donc on verra bien ce qu'il en sortira. Ouais, c'est marrant de voir qu'il y a quand même finalement, avec du recul, beaucoup d'initiatives, sans parler forcément spécifiquement de technologie, mais d'initiatives même politiques qui restent cantonnées à l'échelle d'un pays ou d'une entité telle que l'Europe, alors que les enjeux quand même de cette crise sanitaire, c'est bien de voir que il faut des réponses globales. Enfin moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai, que ce soit d'ailleurs pour la gestion des vaccins, quand on voit que les États-Unis vont investir vachement d'argent pour des vaccins pour plein de pays qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter autant
autant de vaccins qu'il faudrait, on peut considérer que c'est très altruiste. Je pense aussi que c'est très intelligent parce que c'est comme ça qu'on arrive durablement à lutter contre le Covid, c'est en s'assurant que tout le monde dans le monde protège la propagation. Et je pense effectivement que des solutions techniques qui soient mondiales seront évidemment bien plus pertinentes. Et évidemment, ça pose beaucoup de difficultés. Cassim, je sais pas si ça t'évoque une réflexion particulière, que ce soit sur le certificat international de la Fondation Linux ou d'autres sujets du Covid. Non, je pense que c'est des bonnes initiatives justement. Enfin, c'est intéressant de voir, je trouve, voir la façon dont, comme tu le disais un peu en introduction du podcast, à quel point c'était inattendu de la part de la Fondation Linux. Et je trouve ça intéressant comme chacun essaie d'un peu de donner, de mettre sa pierre à l'édifice, quoi, essayer de contribuer, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est des bonnes initiatives à suivre. Et merci Guillaume de la relayer. Alors tu parlais de crypto-monnaie, justement, en tout cas de blockchain pour des solutions de ce type-là, ce qui nous amène plutôt à parler de crypto-monnaie. On est toujours servi, hein. Pendant un temps, on avait le scandale Facebook de la semaine pour Tech Café qui nous donnait toujours une rubrique d'actualité récurrente. En ce moment, c'est vraiment le Bitcoin, hein. On en a chaque semaine. Alors c'est quoi l'actu du Bitcoin, Guillaume? Ouais, le coin du Bitcoin. Avec une semaine en demi-teinte, finalement, pour les cryptos. Bon, d'un côté, on a les annonces fracassantes de Nayib Bukele. Non seulement il veut adopter le Bitcoin comme une monnaie officielle au Salvador, mais en plus ils vont miner des wagons grâce à la géothermie, puisque le pays a des volcans, et donc il va les utiliser à alimenter des fermes à Bitcoin. Enfin, en tout cas, c'est le projet, c'est une énergie qui est 100% décarbonée, hein, ça fera plaisir à Elon Musk, hein, qui a tweeté encore avant-hier que Tesla pourrait rouvrir la porte au paiement en Bitcoin si le minage se faisait au moins à 50% avec des énergies vertes. Ça devient incompréhensible, hein, les annonces à ce sujet-là. C'est compliqué à suivre. C'est comme le rachat de TikTok par d'autres entreprises. Je pense qu'au bout d'un moment, ça devient tellement n'importe quoi. Ça avance un petit peu quelque part, mais on en parlera peut-être plus tard. En tout cas, le Salvador, c'est un cas particulier quand même, hein, parce que c'est le plus petit pays d'Amérique du Sud, pardon. Et son mix énergétique est à 62% renouvelable, principalement en géothermie et en hydraulique. Donc on est donc dans un des rares cas, effectivement, où un surplus d'énergie est possible, parce que voilà, le volcan il chauffe quoi qu'on fasse, hein. Donc miner du Bitcoin sur du surplus hydraulique ou géothermique, ça pourrait être théoriquement possible, mais bon, évidemment, tout le monde n'a pas des volcans à sa disposition. De fait, le Bitcoin a fait gagner énormément de pognon à pas mal de gens en 2020 quand même, hein. Si on en croit Chain Analysis, les gains réalisés via le trading de Bitcoin en 2020 a atteint 4,1 milliards de dollars aux États-Unis, qui est de loin le pays qui en a le plus profité, devant la Chine avec 1,1 milliard et le Japon presque 1 milliard. Et la France arrive en 7e position avec seulement, 600 millions quand même. Bon, 600 millions. Ouais. Alors pas étonnant du coup que certains se battent comme des lions pour promouvoir le Bitcoin et contre vents et marées, hein. Donc un des arguments principaux d'ailleurs désormais, c'est que le Bitcoin va accélérer la transition vers des énergies vertes, pour des questions de coût et d'image, et avec leurs profits faramineux, bien sûr, les mineurs vont encourager la construction d'une multitude de centrales à énergie propre pour leurs propres besoins, ce qui stimulerait le marché et accélérerait la transition écologique. Bon, voilà, perso, j'ai quand même de gros doutes, hein, parce que bon, si tu produis X milliards de tonnes de CO2, c'est pas en construisant une centrale qui alimente une mine de Bitcoin que tu vas faire baisser tes X tonnes, hein, ça va rester X tonnes. Il faudrait que la centrale remplace des énergies, hein, pour avoir un intérêt, mais surtout, la transition, elle a pas vraiment besoin de ça, en fait, hein. Les énergies renouvelables, elles sont déjà très attrayantes. En fait, leur coût s'est effondré depuis 10 ans, au point qu'elles sont déjà plus compétitives que les énergies fossiles. Même si c'est en partie dû aux subventions publiques, c'est un fait, hein. C'est à tel point que BP et Shell ont investi dans l'énergie éolienne. Et d'après Global Data, la consommation énergétique devrait croître de 2,5% par an entre 2020 et 2030, et une grosse partie sera renouvelable. Donc le solaire devrait croître de 11,9% par an et l'éolien de 9,4% par an durant la même période. Donc le département américain de l'énergie a publié un plan, au début de l'année, qui montre que 80% des nouvelles capacités du réseau seront renouvelables. Et pourvu que l'endroit s'y prête, c'est déjà moins cher d'installer une ferme solaire ou éolienne qu'une centrale à charbon. Et ça, c'est sans compter les économies à long terme. Parce que bon, on peut aussi étudier ça, et il y a une étude d'AGU Advances qui estimait que si l'intégralité des US passait carbone négatif en 2050, le coût de l'énergie représenterait moins de 1% du PIB, alors qu'il dépassait 5% en 2017, pour plus de 1000 milliards de dollars. Ça représenterait 800 milliards de dollars d'économie par an. Bon, voilà, ça c'est quand même tentant. Donc je suis pas vraiment sûr que la transition écologique ait besoin du Bitcoin, en fait, hein. Elle a besoin de bonnes décisions, elle a besoin de progrès technologiques aussi, et puis aussi elle a besoin d'économie d'énergie.
Ouais, ça reste le nerf de la guerre parce qu'effectivement alors, on n'est pas du tout énergéticien et j'aimerais bien d'ailleurs, je suis en train de bosser avec des personnes qui pourraient intervenir sous l'énergie, sous l'angle du nucléaire pour nous apporter aussi un petit peu de pédagogie, mais c'est aussi la capacité à tenir la charge pour les économies, pour les énergies alternatives. C'est évidemment pas aussi évident de tenir des gros pics de charge, donc tu as raison de souligner à quel point l'importance, c'est aussi une consommation raisonnée de l'énergie. Un dernier point peut-être, Guillaume, autour de ce sujet. Oui, c'est vrai que j'ai dit que c'était mi-figue, mi-raisin, donc là, j'en passe à la partie figue. Ah oui. Ou la partie raisin, je sais pas trop. À la partie raisin, ouais. Donc, J'ai pas compris cette expression, d'ailleurs, quand on dit mi-figue, mi-raisin, c'est quoi? C'est quoi le meilleur? Ça dépend des goûts. Moi, j'aime bien les figues, mais... Moi, j'aime bien le raisin, tu vois. Bon, les raisins sans pépins, alors? Écoute, je préfère le raisin blanc, mais je pense qu'on s'éloigne du sujet, je sais pas, j'ai comme un sentiment... Complètement. En demi-teinte, disons-le. En demi-teinte. Donc on passe à l'autre teinte. Voilà. Donc en tout cas, le marché du Bitcoin, il semble pas avoir été excité outre mesure par l'annonce du Salvador, étant donné que le cours semble rester bien stable autour de 30 000 $, depuis 2 semaines. Pour autant, le FMI est très circonspect face à la décision d'un pays d'adopter comme monnaie officielle un truc qui a perdu quand même presque la moitié de sa valeur en 3 jours le mois dernier. Tu m'étonnes. Et le Salvador a bénéficié, comme plein d'autres pays, d'une aide Covid d'urgence du FMI l'an dernier. Et le pays lui demande un nouveau prêt d'1 milliard cette année, pour soutenir son économie. Donc l'avis du FMI, il compte un petit peu, je pense, surtout si le Salvador entend rembourser sa dette en Bitcoin, tu vois, donc bon. En fait, ce move est plutôt risqué. Il y a Donato Guarino de Citi qui le confirme, puis qui dit que ce bruit autour des cryptos risque plutôt de compliquer les discussions avec le FMI. Alors que le Bitcoin, ça reste complètement anecdotique en fait dans le contexte financier du pays. En vrai, les investisseurs sont beaucoup plus intéressés par sa dette et sa politique fiscale pour s'installer là-bas qu'autre chose. Et du reste, d'ailleurs, le comité de Basel sur les standards bancaires a pris des mesures plutôt sévères sur les crypto-assets, puisque les stablecoins s'en sortent pas trop mal. Par contre, les assets volatiles, qui, dans leur bouche, correspond à la plupart des cryptos, en vrai, seront soumis aux règles de prudence les plus strictes. Ce qui veut dire qu'une banque ne pourra proposer des produits en crypto que si elle possède 100% du capital pour les garantir. Bon, les banques sont d'ailleurs partagées sur les bitcoins et sur tout le reste, enfin sur toutes les cryptos. Goldman Sachs permet de les trader. Par contre, HSBC et NatWest veulent rien avoir à faire avec ça, ils veulent pas y toucher, bon. Donc une qui est pas partagée sur le sujet par contre c'est Elizabeth Warren, qui s'est entourée d'une flopée d'experts de Stanford, Columbia et du MIT pour une audition au Congrès, où elle a pas mâché ses mots puisque elle dit, je cite, « Tous les avantages promis », donc la monnaie qui serait disponible gratuitement pour des millions de familles exclues des banques et qui offrirait un refuge contre les astuces et les pièges des grandes banques, ces avantages ne se sont pas matérialisés. Alors qu'entre-temps, les cryptos ont créé des opportunités pour escroquer les investisseurs, aider les criminels à graver la crise climatique. Les menaces affichées par les cryptos montrent que le Congrès et les régulateurs fédéraux ne peuvent pas continuer à se cacher. En espérant que les cryptos disparaissent, ce ne sera pas le cas, il est temps d'affronter les problèmes de front. Fin de citation. Donc voilà, c'est quand même très très sévère. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, personne ne sait si ça va monter ou descendre ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'entre la propension de la Chine à la volonté de la Chine de réguler les cryptos, voire de virer le mining à plus ou moins brève échéance, et ce genre de propos aux États-Unis, bon, je suis pas complètement sûr que le Bitcoin puisse remonter, ou tu vois, je sais pas, c'est... Donc faites attention, on a déjà dit, mais si vous avez des cryptos, voilà, il faut quand même être très très prudent avec ce genre de produits. Après avoir frôlé le dessous des 30 000 $, ça a remonté là à 40 000 $. Le truc, c'est vraiment pire que les montagnes. Il a remonté à 40 000 ? Ouais, il est remonté à près de 40 000, effectivement. Okay. Ça va très 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 vite. En fait, Guillaume prépare un conducteur d'émission et presque quelques jours après, il faudrait revoir encore le cours du Bitcoin tellement ça change vite. Ça me rappelle aussi ce que tu avais dit pour le Chia. Il y avait des personnes qui m'avaient envoyé il y avait une personne qui m'avait envoyé un SMS en disant « Ah, Guillaume, il est pas à la page, regarde en 3 jours, le Chia, il a explosé, etc. » Ouais, alors maintenant, je crois qu'il a 400 $, alors que tu disais qu'il était à 2000, non, quand la dernière fois que t'en as parlé? C'est bien possible, ouais. J'ai plus en tête le chiffre, mais oui, j'ai 400 et 500 maintenant, il me semble. Moi, je pense quand même que Macron aurait dû investir tout l'argent de la France dans le Bitcoin au bon moment, évidemment. Et le revendre au bon moment aussi, évidemment. Et ça aurait été très intelligent. On est bien d'accord, et je pense que c'est parce qu'il ne l'a pas fait qu'il s'est pris une gifle, évidemment, probablement, de quelqu'un qui était très en colère. On va continuer à parler un peu de finance, toujours avec le fantôme de GameStop qui plane au-dessus de nos têtes, Guillaume. Ouais, en fait, c'est même plus que ça. L'autre Bitcoin. C'est juste de GameStop. Hein.
Donc Reddit pompe le cours de l'action, provoque une croissance à 4 chiffres, et ceux qui vendent de bon moment remportent la mise. Bon, voilà, c'est un petit peu le système de GameStop. Évidemment, c'était que le début d'un phénomène qui s'appelle désormais les meme stocks, et qui ont tous en commun, en fait, d'être lourdement shortés, c'est-à-dire que leur cours est bas et que beaucoup de monde paraît qu'il baissera encore. Et aussi, les investisseurs se coordonnent sur les réseaux sociaux, souvent Reddit ou Discord, pour justement manipuler les cours de ces trucs-là. Donc après GameStop, il y a AMC, donc, qui est le nouveau meme stock à la mode, peut-être même que c'est déjà passé, donc là aussi, avec une croissance à 4 chiffres, à tel point que la chaîne de cinéma offre du popcorn gratuit aux petits porteurs. Donc désormais, il faut dire que ces petits porteurs, ils ont 3 millions, ils détiennent 80% du capital de l'entreprise. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le premier meme stock, c'est pas GameStop, c'est Hertz. En fait, le même stock original, c'est Hertz, parce qu'avec la pandémie, Hertz est parti en faillite, et des petits porteurs ont acheté en masse au plus bas, et le cours est monté de 900%, alors que les investisseurs classiques, eux, fuyaient. Donc ça a dû être très dur pour les nerfs, cette histoire, parce que si tu regardes la presse, le 2 mars, Bloomberg annonce que le plan de restructuration après faillite ne laisserait rien aux actionnaires, alors qu'en mai, Hertz sort de la banqueroute, donc il revient entre les morts, à la faveur du rebond économique et d'un énorme plan avec des investisseurs qui viennent à la rescousse. Bon, ça a été assez compliqué, et les actionnaires, finalement, pourraient récolter jusqu'à $7 par action, ce qui était bien au-dessus, en fait, du cours. Donc là, ça s'est plutôt bien passé, j'ai l'impression, pour Hertz, mais ça se passe pas toujours aussi bien, puisque les cours sont démesurément enflés, et du coup, on ne sait jamais comment ça va finir. Donc pour GameStop, la SEC va mettre le nez dans les affaires, donc dans cette affaire dont on a parlé, et d'ailleurs, ça a fait chuter le cours un petit peu, mais bon, il reste très très haut par rapport à en janvier, en tout cas, la dernière fois que j'ai regardé. Et bon, aujourd'hui, les memstocks ont leur site, ce qui est un truc qui s'appelle memstocks.org, où on recense et trie les actions les plus citées sur Wall Street Bets. Et donc aujourd'hui, c'est Clean Energy Fuel Corp, c'est BlackBerry et Clover Health Investment. Bon, si vous sentez d'humeur joueuse, allez-y. Mais attention, c'est vraiment une grosse question de timing et ça peut se jouer en quelques jours seulement. Ouais, BlackBerry qui est un acteur qu'on peut voir effectivement facilement dans cette liste. Il faut être très joueur, savoir ce qu'on fait probablement. On n'ira certainement pas conseiller des investissements sur ce sujet. Vous l'avez compris. C'est pas des investissements justement, c'est des jeux d'argent. Oui, tu as raison de le reprendre. Oui, effectivement. On sort complètement des règles en fait, de ce qui devrait être fait. Et c'est purement et simplement de la spéculation et même pas de la spéculation en fait, c'est vraiment du jeu d'argent, quoi. C'est du poker. Oui, il y a même quelque chose de carrément, Ouais, oui. Il y a quelque chose d'encore plus manipulatoire parce que l'action que tu fais vise elle-même à contribuer à un mouvement global. Ce qui, dans le cas de paris sportifs ou du casino, repose plus sur des analyses de sport. On a mi-chemin entre hasard, le casino et le système pyramidal, quoi. Où, où tu investis en fait dans un système, tu mets de l'argent dans un pot littéralement, et au bout d'un moment c'est stop, on prend dans le pot. Et là, tout le monde essaie de prendre dans le pot en même temps, et c'est les premiers qui arrivent à prendre dans le pot qui s'en sortent, quoi. C'est dommage parce que j'essaye de pas trop avoir de titres cryptiques dans Tech Café. J'essaie toujours d'avoir un petit peu d'intention descriptive, mais je trouve que à mi-chemin entre le casino et le système pyramidal est probablement un des meilleurs titres d'épisodes de podcast qu'on aura pu jamais inventer. Sinon, tu mets les Coup de fil. Ou les pros du pot, effectivement. Ce qui est plus court en plus, c'est ce qui tiendra mieux et ce qui est plus lisible. Bon, on verra. Je vais analyser tout ça. Peut-être que ça va commencer par E3 aussi, le titre. Première version de Windows 11 qui fuite, évidemment, avec les points d'exclamation et les emojis de flamme. Guillaume, tu voulais nous relayer un coup de filet, comme on dit dans l'univers journalistique du monde policier. On peut conclure sur ce qui est presque un scénario de film, et ça deviendra peut-être un d'ailleurs. Comme c'est le cas d'ailleurs de l'infiltration des serveurs d'ArmCrowchat. Pardon, oui. Ou une série Netflix pour le Game Pass. Probablement une série Netflix. C'est vrai que ça pourrait tout à fait devenir une série Netflix parce que ça a quand même duré vachement longtemps. Et donc oui, on avait parlé de l'infiltration des serveurs d'ArmCrowchat. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était un énorme coup de filet déjà à l'époque avec cette application de messagerie chiffrée. Et donc là, cette semaine, ça est encore un énorme coup, puisque c'est pas moins de 800 criminels, avec plus de 8 tonnes de cocaïne, 22 de cannabis, 250 armes à feu, 48 millions en liquide et en crypto. C'est un joli score, pour une partie assez longue, puisqu'elle a débuté en 2018, et c'est quand même assez savoureux, puisque cette année-là, la police fait fermer Phantom Secure, qui est un réseau de téléphonie chiffré, utilisé quasi exclusivement par des trafiquants. Et donc, il y a un informateur de ce milieu, qui vendait lui-même des téléphones Phantom Secure, qui contacte le FBI et qui leur propose un deal. Lui et son équipe planchent sur un remplaçant de Phantom Secure, qui s'appelle Anom, et bon, il propose de donner en gros le système au FBI en échange d'une réduction de peine.
Donc le FBI, évidemment, il accepte, et en collaboration avec la police fédérale australienne, il laisse le réseau de distribution d'Anom vendre des téléphones. Donc les téléphones Anom se vendent tranquillement un petit peu partout, donc 90 pays, donc d'abord en Australie, puis en Allemagne, en Serbie, en Espagne, un peu partout. Il y a des centaines de criminels qui sont très contents d'avoir un chat sécurisé, qui marche bien, voilà, pour se coordonner, faire un petit peu de contrebande tranquille. Parce que le FBI laisse faire à tel point qu'Europol estime qu'il y avait 300 organisations criminelles qui utilisaient activement Anom. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chaque appareil avait un identifiant unique, et que le service avait beau être chiffré, il y avait ce qu'on appelle une master key, c'est-à-dire une clé unique qui était capable de déchiffrer n'importe quel échange effectué sur le réseau Anom. Et tout ça a été routé directement sur le serveur du FBI. Et donc, alors que 9000 personnes utilisent Anom chaque jour, le FBI, mais aussi les agences européennes et australiennes, mais il décide que la fête est finie, les opérations Ironside et Trojan Shield sont des succès, puisque voilà, c'est donc cette espèce d'énorme coup de filet avec 800 arrestations, c'est quand même très bien, c'est une belle histoire. C'est aussi un exemple qui peut malheureusement aussi servir à tout détracteur du chiffrement, parce que le FBI lui-même a décrit Anom comme une manière de fragiliser la confiance dans toute l'industrie de la messagerie chiffrée. Donc on sait que le FBI milite depuis longtemps pour l'instauration d'une porte dérobée dans les services chiffrés, et c'est vrai qu'Anom, ça va sans doute servir encore une fois à remettre ce sujet sur le tapis. Donc c'est vrai que c'est un joli coup pour la police, et ça on peut s'en réjouir, mais on espère que ça débordera pas inconsidérément sur les usages de toute la population. Ce serait vraiment, il faut rester vigilant sur ce point-là. Eh ben, on est bien d'accord. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce suivi complet de l'actu. Une réaction, Cassim, peut-être une ultime réaction, ou est-ce qu'on a fait le tour ? Ouais, j'ai pas de réaction particulière par ma bloc sur Netflix. Non, mais c'est fou comme affaire. C'est fou en termes de taille et de durée, quoi. Donc, mais... Je vois bien dans quelques temps un épisode où on dira ça y est, on vous avait parlé dans l'épisode 233 de cette affaire. Voilà, ça arrive en film, parce qu'effectivement ça pourrait tout à fait être un scénario extrêmement pertinent. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation de cette émission. Merci à toi, Cassim, de nous avoir accompagnés, de nous avoir fait une transmission de ton travail journalistique de ces dernières heures avec ta veille autour de Windows, évidemment autour de l'E3. Il est grand temps de rappeler à nos auditeurs où est-ce qu'on peut vous retrouver individuellement sur Internet, Cassim. Où est-ce qu'on peut te joindre ? On peut me joindre sur Twitter entre 5 shitposts, un peu, j'ai la même ligne éditoriale que tous les journalistes sur Twitter, c'est-à-dire que je fais des blagues et je poste mes articles. Donc c'est ce que fait tous les journalistes. C'est vrai. C'est la ligne éditoriale des journalistes. Oui, c'est vrai. Donc sur Twitter, @notcassim, et noté C2SIM, et puis on peut me retrouver sur frandroid.com. Et tu es certifié en plus, oui, comme tout bon journaliste sur Twitter. Bravo. Ouais. Merci beaucoup. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Est-ce que tu as un compte Twitter certifié pour qu'on puisse te joindre ? Non. Peut-être qu'on me retrouvera 10 minutes supplémentaires sur Rocksmith un jour, mais c'est pas certain. En ayant acheté des protections en métal pour le bout de tes doigts, va savoir. Des gants. Avec des grands métals. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur Twitter aussi. Alors moi aussi, je suis pas journaliste, mais j'essaye moi aussi parfois de faire des blagues et de partager quelques éléments de mon actu perso. Venez discuter aussi entre vous et avec nous sur Discord. Le lien figure dans les notes de l'émission. Les abonnés sur Patreon ont accès à un espace qui leur est dédié, qui leur est réservé, et ils peuvent même accéder aux notes des épisodes avant leur enregistrement grâce à cette plateforme sur Discord. Et puis pendant qu'on y est, tiens, foncez donc écoutez l'épisode estival de Relive qui est sorti il y a 48 heures, moins de 48 heures en tout cas, probablement le seul podcast où on vous parle, tenez-vous bien, d'iOS 15, de barbecue et comment améliorer vos présentations. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Merci beaucoup en tout cas de votre fidélité. Merci aussi d'envisager le fait de nous soutenir sur Patreon, patreon.com/techcafé. Toutes les infos sont sur la page, vous aurez tout l'accompagnement nécessaire. Et évidemment, je suis dispo pour vous renseigner si vous avez besoin de plus d'informations. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Ciao.